après le plan uniformément chargé, on va voir l'épaisseur uniformément chargée, la différence étant que cette fois-ci, c'est une distribution volumique de charge. Et donc, on va trouver son champ, le champ généré par cette distribution, grâce au théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, toujours la même chose. On va faire deux étapes. D'abord, calculer le flux à travers une surface qu'on va noter S, qui est fermée et qu'on appelle la surface donc, de contrôle. Toutes les surfaces de contrôle sont fermées, en fait, c'est l'idée. Et bien choisi de manière à nous permettre de calculer le champ. Donc en réalité, ce n'est pas une surface, ça va être une famille de surfaces. Et puis ensuite, ça c'est la deuxième étape, on va faire un calcul de charge par intégration. Cette fois-ci, comme c'est une distribution volumique de charge, on a une densité volumique de charge, et donc on a une intégrale triple. Alors, commençons comme d'habitude par les invariances. C'est strictement les mêmes invariances que dans le cas de la distribution qu'on vient de voir, la distribution surfacique de charge avec le plan infini. Donc, ce n'est pas très facile à représenter, mais en réalité, la distribution volumique qu'on considère, elle est infinie dans cette direction et elle est infinie dans cette, enfin dans les quatre directions, mais donc elle est uniforme et infinie. La seule direction dans laquelle elle ne soit pas infinie, a priori, c'est la direction verticale, où on dit qu'elle a une hauteur h. Bien, on place notre repère, alors vous voyez que l'origine du repère elle est en haut ici, et donc on va mettre un axe Z. Donc on place notre repère comme ça. Quand on fait ça, ici je spécifie aussi, ça c'est l'axe X, et puis on a l'axe Y qui est dans cette direction-là. Donc quand on fait ça, on s'aperçoit bien que c'est une distribution qui est invariante par translation parallèle à l'axe OX et par translation parallèle à l'axe OY. Donc le champ E ne dépend en réalité pas ni de X ni de Y, c'est juste une dépendance en Z, a priori. Ensuite, on a des invariances par réflexion. Donc, comme ça ne dépend ni de X ni de Y, on peut se ramener au calcul du champ au point M, ici qui est en X égale Y égale 0, qui est juste caractérisé par une altitude Z, puisque si on a le champ ici, hop, on a le champ dans tout le plan Z égale constante qui correspond. Donc on cherche la fonction E de Z. Non, pardon. Comme tout plan qui contient l'axe OZ est un plan pi, il faut nécessairement que le champ et qui contient le point M, alors le champ au point M doit être contenu dans chacun de ces plans pi. La seule solution pour que ce soit le cas, c'est que le champ soit vertical, c'est-à-dire qu'il soit dirigé par le vecteur unitaire uz, et donc on puisse écrire que E de Z, le champ, est égal à la fonction E de Z, qui est celle que l'on cherche, donc celle-ci, fois uz. Maintenant, il y a une invariance par réflexion qu'on va utiliser un peu différemment de la fois précédente. En réalité, le plan XOY, c'est-à-dire le plan qui est au centre de cette distribution uniforme, est un plan, en fait, pi, c'est un plan de symétrie également, parce que la distribution est uniforme et que le plan XOY est situé pile au milieu de la distribution. Donc si on fait une réflexion, eh ben oui, on échange le haut avec le bas et c'est tout ce qu'on fait, et ça laisse la distribution invariante parce qu'elle est uniforme. Comme c'est un plan pi, il y a deux conséquences à ça. La première, c'est que si on se place en Z égale 0, c'est-à-dire au milieu de la distribution, et bien comme on est dans le plan pi, il faut non seulement que le champ soit vertical, parce que ça on l'avait déjà vu, mais il faut aussi qu'il soit contenu dans le plan pi, donc dans le plan XOY, donc qu'il soit horizontal. Et la seule façon d'avoir un champ à la fois horizontal et vertical, c'est qu'il soit nul. Donc en fait, E de 0 égale 0. Nous, cette fois-ci, on va utiliser un raisonnement un peu légèrement différent du plan. Ça va être la conséquence de la symétrie qu'on va utiliser. Mais, attention, on va garder à l'esprit qu'en fait, la fonction E de Z est en fait une fonction forcément impaire pour les mêmes raisons de symétrie. C'est-à-dire que si le champ ici, il est comme ça, le champ au point symétrique, il est comme ça. Autrement dit, E de moins Z est égal à moins E de Z. C'est ça que ça veut dire. E au point en dessous est égal à l'opposé du champ au-dessus. Voilà. Mais donc, nous, cette fois-ci, on va surtout utiliser E de 0 égale 0, pour l'instant, en tout cas pour notre surface. Alors justement, comment choisir notre surface de contrôle? La dernière fois, on avait pris une surface qui était symétrique par rapport au plan XOY, et on ne va pas faire ça aujourd'hui, parce que c'est aussi un choix intelligent.
En gros, pour faire des choix intelligents de surface de contrôle, il faut de façon générale que n, la normale sortante, soit facile à écrire dans notre système de coordonnées, ou que, donc, soit elle est facile à écrire, soit éventuellement elle est directement perpendiculaire au champ. Prendre des surfaces perpendiculaires au champ, enfin des surfaces parallèles au champ, donc des normales à la surface qui soient perpendiculaires. Là, prenons par exemple, regardons cette surface-là. Cette surface, son vecteur normal à la surface, il est comme ça. Si on a dit que c'était x, y, en réalité ça c'est moins uy, et c'est notre vecteur n. Et effectivement, si le champ E est vertical, la surface est parallèle au champ E, donc son vecteur normal est perpendiculaire au champ E. Ça veut dire que le flux sera nul. Même pas besoin de faire d'intégration ou tout ça, on peut tout de suite dire que le flux est nul. Donc, il y a une autre façon pour que le flux soit nul, c'est quand le champ lui-même est nul. Alors, où est-ce qu'il est nul? Le champ est bien dans le plan x ou y, c'est ça qu'on a vu. Donc ça, c'est un point qui est situé à une altitude z égale 0. En ce champ-là, le point est nul. Donc, pourquoi pas faire passer une partie de la surface de contrôle par ces points-là? L'avantage, c'est que comme le champ est nul, le flux sera directement nul. On aime globalement les flux faciles à calculer. Un flux nul, c'est parfait. Alors, calculons le flux à travers une surface de contrôle qui est... Alors, je sais, c'est hyper pas original. Ce coup-ci, c'est même pas un cylindre. C'est un parallélépipède. Ce parallélépipède part de l'altitude z égale 0, donc sa base est située dans le plan x ou y, et il va jusqu'à une altitude z, qui est l'altitude où se trouve le point M, où on voudrait calculer le champ. Voilà, par exemple. Et bon, en réalité, bien sûr, ce n'est pas une surface de contrôle, c'est une famille de surfaces de contrôle, donc voilà, qui va être caractérisée par z, c'est sa hauteur. Donc on va faire ce calcul pour toutes les surfaces de contrôle de hauteur z, sachant que z, on pourra le faire varier facilement. Alors, ce flux, c'est égal au flux sur la surface supérieure. Je vais l'appeler S+. Hop. Sur S+, le vecteur normal à la surface, en fait, c'est juste uz. Donc, l'élément ds vecteur, c'est juste uz ds. On va ajouter le flux sur la surface en dessous, c'est S-, ça c'est le dessous, de E scalaire nds, je ne m'embête pas, ou je vais même écrire hop, ds carrément, et je ne vais pas m'embêter parce que je sais que le champ E est nul sur toute cette surface, donc le flux il sera nul automatiquement. Et puis il y a les côtés, SL, la surface latérale, qui est constituée, on pourra la décomposer en 4 surfaces, une pour laquelle le vecteur n c'est simplement ux, une pour laquelle c'est uy, une pour laquelle c'est moins ux, ici, et une pour laquelle c'est moins uy. Dans tous les cas, que ce soit ux, uy, moins uy, moins ux, c'est toujours des vecteurs normaux qui sont perpendiculaires au champ E, puisque je vous le rappelle que le champ E, il s'écrit E de Z, UZ. Donc ce flux-là est forcément nul, ce flux-là est forcément nul car E est nul, non pas parce que en fait, l'élément de le vecteur normal ici c'est moins uz, et donc il est bien dans le sens de E, mais c'est que E est nul. Et il nous reste juste ce flux-là à calculer. Et alors, ce flux-là, on va faire simple, comme il a une hauteur z constante, on a le droit de dire que c'est, alors déjà on spécifie, c'est E de z uz, je remplace. Ensuite, je garde mon uz, ici, fois ds. Et ça, ça vaut 1, puisque le vecteur uz est unitaire, donc son module au carré, ça fait 1. uz au carré, c'est uz scalaire uz, et ça vaut 1. Et donc on se retrouve à écrire, et puis la dernière chose, c'est que E de z ne dépend que de z, et votre élément ds, là, si vous choisissez les coordonnées cartésiennes pour faire l'intégration, ce qui n'est pas idiot vu qu'il s'agit d'un rectangle sur lequel on est en train d'essayer d'intégrer, c'est juste dx, dy. Donc les variables sur lesquelles on va intégrer, c'est x et y, et jamais z. Autrement dit, E de z est une constante et on peut le sortir de l'intégrale.
Donc on se retrouve avec du E de Z. Et là, je vais conserver l'écriture, l'intégrale sur ds sur la surface S+. Et finalement, ça, alors bien sûr, je peux faire l'intégration à la main, mais en réalité, il n'y a pas besoin. Ça, c'est juste égal à la surface S+. Cette fois-ci, la valeur de la surface S+. Donc c'est E de Z fois S+. Et ce, quoi qu'il arrive. Donc voilà, le flux est simple et on voit bien qu'en fait, il dépend implicitement de Z. C'est ça qu'on voulait, nous, on voulait quelque chose qui fasse apparaître E de Z, parce que le but du théorème de Gauss, c'est de calculer ce E de Z. Alors maintenant qu'on a calculé le flux à travers la surface de contrôle, on va calculer les charges intérieures au volume de contrôle. Et là, on est obligé de faire une distinction. Soit Z est plus grand que H sur 2. Alors dans ce cas-là, je vais assurer on voit bien que dans ce cas-là, la partie qui est contenue dans la surface de contrôle, donc ça va constituer les charges intérieures, alors évidemment c'est en 3D, c'est la totale, enfin c'est pas la totalité de la boîte, c'est-à-dire que la surface de contrôle qui est en bleu là, elle n'est pas intégralement remplie de charge, elle est remplie que jusqu'à la hauteur H sur 2. Du coup, la charge Q intérieure, alors bien sûr, normalement c'est une intégrale triple, hein, mais bon, comme c'est, ça s'écrit l'intégrale de ρ d taux. Comme ici ρ est constante, on peut dire que c'est juste l'intégrale, c'est ρ fois l'intégrale de d taux, c'est-à-dire c'est ρ fois le volume de la distribution de charge contenue dans notre boîte bleue. Et ce volume, comme on a ici une surface S+, sur une hauteur ici qui est H sur 2, le volume c'est simplement S+ fois H sur 2. Ok, ça sera différent si jamais on a une Z qui est inférieure à H sur 2. Si jamais Z est inférieur à H sur 2, dans ce cas-là, ce n'est pas le volume... en fait, on est en train de faire de la cuisine, là, des emporte-pièces. Okay, vous pouvez imaginer que vous êtes en train d'utiliser un emporte-pièce dans votre tarte. La première utilisation, c'était quand on a, enfin, Z supérieur à H sur 2, c'est quand on a vraiment un emporte-pièce qui est plus grand que l'épaisseur de pâte. Là, maintenant, on va faire un emporte-pièce un peu bizarre vu qu'il est plus petit que l'épaisseur de pâte. Donc, il rentre intégralement. Donc, finalement, ce qui compte là aussi, c'est ρ fois le volume, mais c'est plus le volume juste de la distribution dans l'emporte-pièce, c'est carrément le volume de l'emporte-pièce. Et ça veut dire que c'est S+ fois Z, puisque Z, c'est la hauteur de l'emporte-pièce. C'est dans le cas, je vais le tracer en rouge, c'est dans le cas où l'emporte-pièce, autrement dit, la surface, elle est plus petite que la distribution. Et dans ce cas-là, la hauteur qui nous intéresse jusqu'au plan, elle est de hauteur Z, et plus H sur 2. Bien, maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Résultat. Quand on a, et là aussi on fait évidemment les deux distinctions, quand on a Z qui est plus grand que H sur 2. Alors dans ce cas-là, on doit écrire que le flux, c'est-à-dire E de Z fois S+, c'est égal à la charge intérieure, ρ fois S+, fois H sur 2, divisé par epsilon 0. Alors comme d'habitude, les S+ disparaissent. Ce n'est pas surprenant, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, le choix il y a une part d'arbitraire dans le choix de la surface de contrôle qui est la surface du dessus. Et en réalité, on s'en fout, elle va partir quoi qu'il arrive et se simplifier. C'est aussi pour ça qu'on peut prendre n'importe quelle forme, comme un nounours. Et donc, on se retrouve avec du ρ H sur 2 epsilon 0. Il y a le cas où Z est inférieur à H sur 2. Ce cas est différent et aussi supérieur à 0. Attention. Parce que dans toutes nos hypothèses, là, on a des boîtes, des surfaces de contrôle qui sont en fait au-dessus du plan x ou y. Donc Z supérieur à 0. Dans ce cas-là, on a toujours le flux qui est égal à E de Z fois S+. Et simplement, on a vu que la charge intérieure, c'était ρ fois S+ fois Z sur epsilon 0. Et dans ce cas-là, là, ça veut dire que le champ, alors on peut simplifier les S+, et donc, alors oui, ça c'est E de Z, et donc, même chose, E de Z est juste égal à ρz sur epsilon 0. Une remarque,
juste comme ça. Les deux expressions, en z égale h sur 2, les deux expressions donnent bien le même résultat. La première, c'est un champ qui ne dépend pas de z. Donc, ça vaut ρh sur 2 epsilon 0. Mais pour la deuxième expression, eh bien, effectivement, si vous remplacez z par h sur 2, vous avez ρh sur 2 epsilon 0. Bien, et alors ça veut dire que si on veut tracer le champ, c'est-à-dire vraiment se faire une idée de la fonction e de z, je vais le faire ici. Là, on a e de z qu'on trace en fonction de z. Alors, ça veut dire, ça c'est, on est au-dessus, on devrait presque le tracer dans l'autre sens, mais non, pas tout à fait. Allez. Ça part de 0, puisqu'on a e de 0 égale 0, ça c'était la symétrie qu'il disait, mais c'est ce que nous redonne l'expression e de z égale ρz sur epsilon 0. On croît de façon linéaire avec une pente ρ sur epsilon 0 jusqu'à la valeur h sur 2, et au-delà de ça, c'est constant. Et puis, on sait que e de moins z égale moins e de z, autrement dit, la fonction e de z est une fonction impaire à cause des symétries, et donc, elle fait ça. Et la valeur qu'on trouve ici, c'est ρh sur 2 epsilon 0. Comment est-ce qu'on se le représente? Si je reprends mon volume, là, mon épaisseur chargée, il faut se dire que le champ est nul ici, que quand on va monter, il va être de plus en plus grand, et puis ensuite, il sera constant. Il aura toujours la même valeur, donc la flèche aura toujours la même longueur quand on est sorti de l'épaisseur chargée, alors que de l'autre côté, il grandit, ça c'est le point où on l'applique, et puis après, il est constant, et il est juste strictement opposé. Donc voilà, ça, je dessine ici un champ vectoriel. C'est le même, quel que soit l'endroit, enfin on va dire la colonne verticale sur laquelle on se trouve. Après, c'est le même partout, puisqu'il y a invariance par translation suivant x et suivant y. Voilà, c'est génial, toutes ces flèches, c'est hyper clair. Mais donc, c'est ça que signifie ce qu'on a tracé ici, là. Cette figure-là vous donne en fait l'ampleur du champ, enfin, c'est pas le module, mais c'est l'amplitude du champ, en fait, de part et d'autre du plan x ou y. Donc, voilà, dans la distribution, c'est là on est dans la distribution, et en dehors, eh bien, on a un champ qui est constant. Ça rappelle un peu le plan uniformément chargé. Quelques remarques supplémentaires. Alors déjà, on est bien d'accord que le choix de la forme de la surface est arbitraire. Donc c'est là qu'on peut mettre un ours si on veut, n'importe quoi. C'est une première chose. Tout ce qui compte, en fait, c'est qu'elle soit horizontale et on aurait pu prendre strictement n'importe quoi. Deuxièmement, on se retrouve avec un champ qui rappelle, en quelque sorte, la surface infiniment chargée. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, quand on va se placer très très loin donc de la distribution de charge. Supposons que Z soit très grand. Alors, ça ne fait pas une grande différence parce qu'on sait que le champ il est constant, mais donc on est très loin, et quand on voit le champ, on voit ρh sur 2 alors, pardon, excusez-moi, je ne vais pas l'écrire comme ça, ρh sur 2 epsilon 0. Et ça nous rappelle que pour la surface chargée, donc la distribution surfacique de charge, on avait E égale sigma sur 2 epsilon 0. Et en fait, si on regarde ρ fois h, ça c'est bien en coulomb, si on regarde l'unité, c'est bien en coulomb par mètre carré, parce que c'est des coulombs par mètre cube multipliés par des mètres, donc des coulombs par mètre carré. Donc en fait, ρ fois h, c'est bien une densité surfacique de charge. Quelque part, on a un peu fait deux fois la même chose. On a retrouvé, alors pas tout à fait, parce que là, on a calculé le champ, y compris à l'intérieur de la distribution. Mais ce que ça montre, c'est que les deux approches sont cohérentes. Elles prédisent un champ à l'extérieur qui est constant. Et en gros, ce que nous dit la distribution volumique de charge, c'est que vu de loin, on peut considérer qu'on n'a pas une distribution volumique, mais en fait, on a une distribution surfacique avec sigma égale ρh. Donc ça, c'est parfaitement cohérent.
Ensuite, dans cet exemple-là, on a fait s'arrêter le volume de contrôle dans le plan x ou y en tirant parti du fait que le champ était nul sur cette surface. Mais on aurait très bien pu faire exactement comme avec la surface et prendre une surface de contrôle qui soit symétrique par rapport au plan x ou y. Et du coup, on aurait eu un flux de ce côté-là. On aurait écrit un truc du genre 2 fois E de Z fois S+. Et cette fois-ci, la densité, enfin plutôt, il aurait fallu tenir compte, suivant que Z était plus ou moins grand que H sur 2, on aurait eu du ρh sur epsilon 0, parce que la charge intérieure, ça aurait été ρh, ou au contraire, du ρz sur du 2ρz sur epsilon 0. Et on aurait retrouvé strictement la même chose. En gros, le facteur 2, il serait apparu des deux côtés. On l'aurait simplifié ici, fait passer de l'autre côté. Bref, ça donnait strictement le même résultat. Mais ces deux exemples ont permis d'illustrer qu'il y avait un certain choix, une certaine liberté dans le choix de la surface de contrôle.